Voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez. Je ne suis pas sûr le son si c'était super bien. Donc, juste pour être certain, alors je vais reprendre juste un tout petit peu. Donc, la dépense énergétique, le dead zone bioénergétique, si on regarde qu'est-ce que c'est vraiment la diminution de la dépense énergétique qui va être causée par l'exercice. Donc, on parlait de mécanismes compensatoires lorsqu'on va faire de l'activité physique. Lorsqu'on va faire plus particulièrement de l'exercice, on peut se ramasser à augmenter temporairement notre dépense énergétique, mais sur la journée, on se trouve pas nécessairement à dépenser plus de calories ou pas tant que ça. Puis les journées de repos, mais on se trouve à en dépenser peut-être moins. Alors, si on regarde le petit tableau, alors, pour ceux qui sont en audio seulement, donc si on regarde ça, qu'est-ce qu'on a? On a une colonne bleue qui est à peu près à 2350 calories environ, qui représente la dépense énergétique moyenne d'un groupe d'individus. Pour ne pas les nommer, là, c'est 129 personnes que j'ai mesurées, donc à peu près le 3/4 des femmes, à peu près 1/4 des hommes. La colonne verte, c'est la dépense énergétique la dépense énergétique totale lorsque les gens vont faire de l'exercice. Donc, on va avoir une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la valeur moyenne. Donc, si on est à peu près à 2350, bien, là, on se trouve à monter à peu près 2400 quelques. Donc, il y a une augmentation. On est au-dessus de notre moyenne. Alors, ça c'est bien. Mais si on regarde de l'autre côté, les journées de repos, bien là, on tombe à peu près à 2250. Donc, on a une diminution quand même assez importante lors des journées de repos. Et cette diminution-là pourrait faire en sorte que ça pourrait contribuer à la présence d'un surplus énergétique. Comment ça peut arriver? Bien, lorsqu'on va faire de l'activité physique, lorsqu'on va faire plus particulièrement de l'activité physique à haute intensité, donc de l'exercice, bien, on va aller puiser dans nos réserves de glycogène. On vient à réduire ces réserves de glycogène-là. Si jamais on ne les renouvelle pas, bien, il va y avoir un effet sur l'appétit. Donc, on va avoir une augmentation de l'appétit. Si jamais on les renouvelle, donc on refait nos stocks de glycogène, on va être en mesure de contrôler, si on veut, l'appétit. Mais supposons qu'on prend quelqu'un qui veut perdre du poids, qui dit « je vais m'entraîner super fort, je vais aller faire un énorme cours de spinning, je vais tout donner, je vais augmenter ma dépense énergétique. » Et je ne veux pas manger après parce que je ne veux pas effacer toutes les calories que j'ai dépensées, donc je ne mangerai pas après. Et ça va faire en sorte que mes réserves de glycogène vont rester basses, ça va prendre du temps avant de les renouveler. Ça peut annuler l'effet que l'exercice va avoir sur la satiété. Donc, normalement, quand on va faire de l'exercice, dans les 30 à 60 minutes qui vont suivre, on va observer une suppression de l'appétit chez la majorité des gens. Sauf que si les réserves de glycogène ne sont pas renouvelées, bien, on peut se ramasser, au contraire, avoir un effet qui augmente l'appétit. Donc ça pourrait avoir tendance à augmenter notre prédisposition à consommer plus de calories. Donc, on fait notre gros cours de spinning, on donne tout, on dépense beaucoup de calories, c'est merveilleux. Ensuite de ça, bien, on ne consomme pas trop de glucides parce qu'on ne veut surtout pas reprendre les calories qu'on a dépensées. Ça va avoir un effet qui va probablement stimuler l'appétit et ça peut durer sur quelques jours. Ensuite de ça, le lendemain, ben, c'est ma journée de congé, fait que je vais en profiter pour me reposer. Puis parce que j'ai fait un cours de spinning incroyable, je veux vraiment me reposer, puis je vais m'écraser, puis je ne vais rien faire. Et là, on observe une baisse de la dépense énergétique, puis c'est tout à fait normal. Sauf que ça peut faire en sorte qu'on devient moins précis ou moins sensible à nos signaux de satiété et on est plus à risque de surconsommer dans ce temps-là. Alors, si on combine l'effet de l'entraînement et des réserves de glycogène hypothéquées
avec une journée très sédentaire après en récupération, on peut se ramasser à avoir une dépense énergétique au final qui n'est pas si élevée que ça, si on fait la moyenne des 2 jours, et un appétit puis une prise alimentaire, donc un apport en calories qui va être potentiellement plus important. Donc ça devient un petit peu problématique parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'on est vraiment potentiellement exposé à un surplus énergétique malgré le fait qu'on s'entraîne. Et il y a des gens qui vont même, je dirais, surcompenser. C'est ça le fameux dead zone bioénergétique. Je vais vous montrer ici un autre tableau. Donc, encore une fois, 1000 excuses pour ceux qui sont en audio. Mais ce qu'on va voir sur le tableau, c'est un nuage de points. Et sur l'axe des X, on va voir l'écart au niveau de la dépense énergétique lorsque les gens s'entraînent. Donc, on compare journée d'entraînement versus une journée moyenne. Si quelqu'un réussit à augmenter sa dépense énergétique de 600 calories au-dessus de sa moyenne habituelle, bien, il va être à plus 600. Et sur l'axe des Y, on va voir le repos. Donc, les journées de repos, quelle est la différence au niveau de la dépense énergétique par rapport à notre journée moyenne? Donc, si on a quelqu'un, les journées de repos, qui est à moins 600, ça veut dire qu'il dépense en moyenne 600 calories de moins que sa journée type. S'il fait de l'exercice puis il est à plus 600, bien on va se trouver en quelque sorte à annuler au niveau énergétique l'effet de l'exercice. Donc, parce qu'on compense en bougeant moins, en faisant moins de choses lors de la journée de repos, bien, on compense tellement qu'on vient annuler le surplus énergétique qu'on a pu dépenser grâce à l'exercice. Et si on a des gens qui en dépensent un petit peu moins à l'exercice, puis qui se trouvent vraiment à couper beaucoup plus lors du repos, bien c'est là qu'on se ramasse, qui est une partie qui va être assurée en rouge. Donc, on va avoir des gens qui vont réduire de façon plus importante leurs dépenses énergétiques lors des jours de repos que ce qu'ils sont capables d'augmenter lors des jours d'entraînement. Et ça, c'est uniquement en comparant les jours. Si après ça, on additionne sur une semaine, bien, si on a plus de jours de repos que de jours d'entraînement, bien, c'est ce qui va avoir tendance à tirer notre moyenne de dépenses énergétiques vers le bas. Donc, on n'aura pas un effet où on va, si on veut, augmenter notre dépense énergétique, on va réussir à potentialiser nos capacités puis à brûler plus de calories. Donc, au final, on se trouve à s'entraîner, trop se reposer, ou j'aurais plutôt dire être trop inactif, pas assez dépenser de calories lors des journées de repos, ce qui va faire en sorte qu'au final, on n'est pas plus avancé côté dépenses énergétiques. Et si on tombe vraiment dans l'excès, donc d'un repos qui est beaucoup trop passif, beaucoup trop tranquille, trop sédentaire, bien, on va se ramasser à avoir une problématique. Puis possiblement, moi je soupçonne que ça pourrait engendrer un gain au niveau de la masse grasse. Pour appuyer ça, j'ai fouillé dans ces mêmes données-là, je vous épargne les chiffres là, comme tels, mais j'ai regardé pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait bien se corréler avec l'indice de masse grasse. Donc l'indice de masse grasse, c'est un peu comme l'IMC, c'est votre masse grasse en kilos divisé par votre grandeur élevée au carré. Donc, ce n'est pas le pourcentage de gras, mais c'est un indicateur d'adiposité. Alors, quand on regarde, moi, dans le groupe de 129 personnes là, qui sont évaluées ici, on remarque que les gens qui ont un indice de masse grasse plus élevé, donc une adiposité plus importante, bien, un élément qui prédit bien ça, c'est le nombre de minutes sédentaires, plus particulièrement le nombre de minutes sédentaires lors des journées d'entraînement. Alors, dans l'ensemble, plus ce groupe-là de 129 personnes accumule des minutes de temps sédentaire dans n'importe quelle journée, plus on observe une augmentation de l'indice de masse grasse. Donc, plus il y a de la sédentarité, plus on observe une quantité de gras importante, peu importe la grandeur. Et la relation est un petit peu plus forte lorsqu'on regarde les journées d'entraînement. Donc, plus on va accumuler du temps sédentaire, donc, moins on va avoir de l'activité physique, mais plus on se trouve à risque d'augmenter notre masse grasse. Et si l'entraînement devient une cause de sédentarité, bien indirectement, l'entraînement peut contribuer à l'augmentation de la masse grasse. Alors, on va se ramasser à avoir des gens qui veulent perdre du poids, qui se motivent, qui font des efforts, qui changent leur vie pour être en mesure de s'entraîner, de maximiser le rendement de leur entraînement. Puis au final, on va se trouver à avoir peu ou pas de résultats sur la composition corporelle, donc parce que les repos sont trop importants, donc une diminution trop importante de la dépense énergétique lors des autres journées.
L'avantage, par contre, parce que c'est pas tout mauvais, là, l'avantage de ça, c'est que si je me donne beaucoup puis que j'arrive à récupérer, mais je risque quand même d'améliorer ma condition physique. Donc ça, c'est un élément non négligeable. Donc à défaut de perdre du poids, je vais être plus en forme, puis ça, c'est un élément très important, entre autres au niveau de la réduction de la mortalité précoce, toutes causes confondues. Sauf que, quand on dit aux gens être plus en forme, c'est un gros bonus, puis c'est presque plus important que la perte de poids. Il y en a beaucoup que ça n'ira pas nécessairement les satisfaire. Donc, on veut vraiment avoir une perte de poids. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter justement de tomber dans cette zone-là? Bien, la première étape, ça va être de quantifier l'activité physique. Donc, ne serait-ce qu'avec un téléphone, avec un moniteur d'activité physique, donc Fitbit de ce monde. Ça va être quelque chose qui va être important de suivre et observer les différents patrons d'activité physique autour de l'entraînement. Donc, est-ce que l'entraînement a un effet positif sur l'activité physique ou est-ce que l'entraînement entraîne une réduction de l'activité physique là, en périphérie? Donc, ça, c'est vraiment pour un intervenant ou quelqu'un qui s'entraîne, ça serait une chose importante à regarder. Qu'est-ce qui se passe avant et après mon entraînement et pas uniquement dans la journée, mais aussi les autres journées. Donc, ça va être important. Si vous utilisez là, la plupart des fitness trackers vont vous donner maintenant des minutes actives. Éventuellement, je soupçonne que la plupart vont commencer à développer aussi des minutes sédentaires. Donc ça il y en a certains qui le font. Là, il y en a quelques modèles là, qui vont avoir une idée de quantifier la sédentarité. Là, souvent, ils vont quantifier le temps assis. Alors, ça devient intéressant d'essayer de voir pas juste seulement l'augmentation des minutes d'activité physique, mais aussi l'augmentation ou la diminution ou le statu quo au niveau des minutes de sédentarité ou du temps assis. Donc ça devient deux variables qui sont très, très importantes à contrôler tout au long d'une séquence d'entraînement, d'une planification d'entraînement. Donc, ça se peut qu'occasionnellement, l'entraînement cause une augmentation de la sédentarité puis une diminution de l'activité physique. Là, je pense à quelqu'un qui commence un nouveau plan d'entraînement, qui trouve difficile, qui a des courbatures, donc qui est incapacité de façon transitoire par la suite. Mais si c'est justement transitoire, puis ça fait partie du processus d'adaptation, on va s'en sortir quand même correct. Donc, on va quitter ce mode-là parce qu'on va avoir une amélioration, on va récupérer, puis on va être en mesure de bouger. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est là qu'en observant ça, en mesurant ça, on va réussir à avoir un portrait qui va vraiment nous indiquer si l'exercice a un effet bénéfique sur notre balance énergétique, pas uniquement sur notre condition physique. Donc ça va être un élément important. À défaut d'avoir un appareil qui va nous permettre de mesurer la sédentarité. On va également avoir des questionnaires qui existent pour quantifier le temps sédentaire. Donc, il y a des questionnaires standardisés qui existent. On peut se bâtir notre propre questionnaire pour essayer de savoir quand est-ce qu'on est assis. Donc, estimer la durée de notre temps assis. Puis, on essaie d'évaluer notre temps assis dans les différentes phases de notre journée. Donc, au travail, en avant-midi, en après-midi, combien de temps à peu près je passe assis. Puis, on peut se prendre des échantillons avec 1 heure. De 9 à 10, je regarde, j'étais assis combien de temps. Donc, ça peut nous donner une idée. Dans mes déplacements, est-ce que dans mes transports pour me rendre au travail, revenir du travail, est-ce que je suis assis debout? Même chose quand je me rends à mes loisirs, quand je m'en vais m'entraîner, est-ce que je suis assis debout? Donc, comment je me rends à l'entraînement? J'avais déjà parlé aussi dans un balado précédent, mais il y a des gens qui augmentent leur sédentarité à cause du temps de déplacement pour se rendre au lieu d'entraînement. Donc, les journées où est-ce qu'ils s'entraînent sont plus sédentaires parce qu'ils ont plus de temps de transport. Donc, ça peut devenir problématique. Donc, c'est tous des éléments à considérer. Donc, un petit questionnaire, un petit relevé qu'on fait à peu près 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois, ça peut nous permettre d'avoir une idée, là, à défaut d'avoir une mesure plus directe, ça peut nous donner quand même une idée là, de notre temps assis puis de notre temps sédentaire. L'autre chose aussi que j'aime bien utiliser, j'en avais déjà parlé ça aussi, mais le temps d'écran. Donc, votre temps d'écran, habituellement, c'est une très, très forte corrélation avec du temps sédentaire. Donc, que ce soit le temps d'écran sur votre ordinateur, sur vos téléphones. Et ça, il y a des applications là, qui existent. Là. Il y en a une que je cite fréquemment qui est Rescue Time, qui est une application qui s'installe sur tablette, téléphone, ordinateur, puis qui vous permet de quantifier votre temps d'utilisation de ces différents appareils-là. Et ça va vous aider à avoir une idée de votre temps sédentaire. Donc, si vous remarquez que vous avez beaucoup plus de temps d'écran les journées que vous ne vous entraînez pas, c'est d'aller explorer un petit peu plus loin, c'est de savoir est-ce que c'est parce que je suis fatigué, est-ce que c'est parce que je me dis que je n'ai pas besoin d'être actif parce que je me suis entraîné la veille, est-ce que c'est
quelque chose d'inévitable, là, donc parce que le travail ces jours-là m'impose de plus d'écran. Donc, c'est voir est-ce que c'est modifiable ou non. Alors ça permet vraiment d'élaborer, de structurer une intervention qui va favoriser un tirage vers le haut de notre dépense énergétique quotidienne. Alors, je ne sais pas si vous aviez des questions. Moi, c'était juste cette semaine, un petit balado très court, très bref. Donc, si je résume, c'est vraiment au niveau de cette dette zone-là, là, une zone très problématique qui est propice à une prise de poids. Donc, c'est le reflet d'un déséquilibre entre notre capacité à augmenter notre dépense énergétique lors des jours où on s'entraîne et versus notre capacité à réduire notre dépense énergétique lors des journées qu'on ne s'entraîne pas. Si on est meilleur pour réduire qu'on l'est pour augmenter, bien, ça tire notre moyenne vers le bas et on voit l'influence que ça peut avoir aussi sur l'appétit. Donc, comme l'exercice, si les réserves de glycogène sont optimales, donc, si on réussit à renouveler les réserves de glycogène post-effort, l'exercice devrait permettre de mieux réguler l'appétit puis d'avoir une plus grande précision. À l'inverse, si on s'entraîne puis on épuise nos réserves de glycogène et on tarde à les renouveler, ça peut avoir un effet plus important, donc stimulant de l'appétit. Et si c'est jumelé à des journées très sédentaires, ben ça peut faire en sorte qu'on est moins sensible à nos mécanismes de satiété. Donc, on va avoir tendance à potentiellement consommer plus de calories qu'on en a besoin. Et ça pourrait mener à une prise de poids malgré le fait qu'on fait de l'exercice, qu'on travaille fort, puis qu'on pense qu'on fait une bonne chose en récupérant. Alors, ça résume un petit peu donc ce bref balado sur cette zone problématique-là. Je ne sais pas exactement il y a combien de personnes ou c'est quoi l'incidence au niveau de la population. Là. Donc ça, c'est juste mes données. Donc, il faut en prendre, il faut en laisser. Là. C'est pas révisé par les pairs. Puis, c'est pas des grandes enquêtes non plus avec 200 000 répondants. Mais je pense qu'il y a potentiellement quelque chose là. Il reste à voir, est-ce que ça touche beaucoup de gens ou non. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à suivre, soit comme entraîneur, nutritionniste ou comme personne qui s'entraîne pour justement avoir une meilleure idée de la compensation qu'il peut y avoir, tant au niveau de la régulation de l'appétit que de la dépense énergétique là, suite à l'effort. Alors, ça fait pas mal le tour de mon côté, donc ce fut bref, mais comme je disais, j'avais un congrès ce matin, et là, c'est à mon tour d'aller me reposer. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye!